Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud s'est poursuivi du 9 au 15 octobre 2020 devant la Cour pénale internationale à La Haye. Pendant cette période, 4 témoins ont été appelés par l'accusation pour témoigner devant la chambre de première instance. La chambre de première instance, composée du juge Antoine Mindoua, du juge Tomoko Akane et de la juge Kimberly Prost, a accordé des mesures de protection à 3 témoins. Ces mesures consistaient en une distorsion du visage et de la voix et l'utilisation d'un pseudonyme. Certaines parties des audiences ont eu lieu en séance privée ou à huis clos lorsqu'il était nécessaire de protéger l'identité des témoins ou l'identité d'autres personnes à risque en raison de leur témoignage. Les témoins ont été interrogés par les différentes parties et participants à l'affaire, les avocats du procureur, les avocats de la défense de M. Alassane et les représentants légaux des victimes. L'accusé, M. Alassane, était présent dans la salle d'audience. Le 9 octobre 2020, le témoin protégé P0620 a témoigné au sujet d'un rapport qu'elle a coproduit pour le bureau du procureur. Elle a témoigné sur l'authenticité de divers documents et sur les caractéristiques graphiques des signatures dans ces documents. Le témoin suivant, le 13e témoin appelé par le bureau du procureur, M. Francesco Bandarin, ancien directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, a témoigné par liaison vidéo le 13 octobre 2020. Il a été interrogé par Nelly Corbin, substitut du procureur adjoint, sur les sites maliens inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Il a confirmé qu'il y a 3 mosquées et 16 mausolées de Tombouctou, au Mali, qui ont été ajoutés sur la liste du patrimoine mondial. Monsieur, quand c'est un mausolée qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, quelle partie de la structure, concrètement, est protégée? Bon, la structure, évidemment, est protégée dans son entièreté, soit la partie sous la terre, soit la partie émergente de la terre, donc l'ensemble de la structure architecturale. Pouvez-vous aller à la page 0029, 0859 de votre déclaration? J'y suis. Je vise le paragraphe 88. Vous y expliquez qu'en 1990, soit 2 ans après leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, les 3 mosquées et 16 mausolées de Tombouctou ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril. Et vous avez déclaré qu'ils sont restés sur cette liste jusqu'en 2005, qui est d'ailleurs l'année où vous vous êtes rendu à Tombouctou. Oui, c'est correct. Pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu'est la liste du patrimoine mondial en péril par rapport à la liste du patrimoine mondial de l'humanité? Oui. Bon, la liste du patrimoine mondial en péril est une sous-liste, disons ça, de la liste du patrimoine mondial. C'est une liste dans laquelle les sites qui sont déjà inscrits dans la liste du patrimoine mondial sont inscrits s'il y a un grave danger, ils sont mis en péril par une situation ou bien de catastrophes naturelles, ou bien comme c'était dans ces cas-là, ou bien par des destructions volontaires et délibérées. C'est une liste au moment compte 54 sites sur les 1121 de la liste du patrimoine mondial. Et pouvez-vous nous rappeler pourquoi les sites de Tombouctou ont été placés sur la liste du patrimoine mondial en péril en 1990? Oui. Oui, comme c'est brièvement indiqué dans les documents, il y a à Tombouctou des conditions climatiques particulières. C'est une ville au milieu du désert, mais il y a soit de grandes pluies pendant l'hiver qui met en danger les structures qui sont des structures en terre crue, mais surtout il y a surtout dans le printemps, il y a de forts vents du nord, qui vient du désert du Sahara, qui amène des grandes quantités de sable. Cette quantité est tellement importante qu'elle arrive à envahir complètement les bâtiments, les maisons, les mosquées. Donc il y a une menace permanente, je dirais,
qui nécessitent une intervention continuelle. À cette époque, il n'y avait pas encore sur place des mesures efficaces, et donc effectivement, les mosquées étaient régulièrement envahie par le sable et pratiquement c'était impossible d'y entrer, c'était difficile même de gérer l'entretien des bâtiments. Donc cette condition avait été jugée suffisante par le comité du patrimoine mondial pour l'inscription du site dans la liste en péril. Le représentant légal des victimes dans cette affaire, maître Fidel Louvenji-Kansita, a interrogé brièvement M. Bandarin sur les faits qu'ont eu les destructions du patrimoine culturel sur les communautés de Tombouctou. Et j'aimerais juste vous poser quelques questions pour avoir un peu de la lumière en ce qui concerne les victimes ou la communauté de Tombouctou en général. Pendant votre déposition, vous avez beaucoup invoqué l'aspect matériel de la reconstruction du monument. J'utilise l'expression monument pour englober un peu le tout, mais en particulier les mausolées. Vous avez ce matin parlé de la valeur pour la communauté, l'importance pour la vie culturelle et spirituelle et communautaire. Alors, ma question, c'est celui de savoir un peu, en tant qu'expert, avez-vous pu faire un constat en ce qui concerne la dimension immatérielle liée à la destruction, dans un premier temps, de ces sites, de ces monuments protégés, et dans un second temps, après la reconstruction de ces sites. Donc il y a eu destruction et puis il y a eu reconstruction. Comment est-ce que la population, les familles des saints, les autorités religieuses ont vécu cela spirituellement? Je peux vous répondre, disons, sur la base de la connaissance que j'ai de la communauté de Tombouctou, en l'ayant visité et étudié dans mes fonctions, et évidemment sur la base du suivi des actes qui ont suivi la reconstruction des monuments. Je voudrais aussi faire référence, si vous me permettez, Maître, à un autre aspect qui n'a pas encore été touché dans notre déposition, c'est-à-dire l'importance d'autres types de patrimoine qui existent à Tombouctou. Il n'y a pas que de monuments, évidemment, et en particulier l'importance des manuscrits de cette ville. La ville de Tombouctou a été pendant des siècles un centre intellectuel et spirituel d'importance majeure dans toute l'Afrique, en particulier dans l'Afrique du Nord. Grâce à la richesse que cette ville avait accumulée, surtout au XIVe, XVe, XVIe siècle, la ville était devenue le centre intellectuel plus important de cette partie du monde. Donc il y a eu une grande concentration des manuscrits dans cette ville qui ont été préservés dans des bibliothèques, soit publiques, soit privées. Donc je voudrais parler après un moment de cet aspect parce que c'est un peu lié à l'autre. Les manuscrits aussi ont subi des destructions pendant l'occupation de la ville. La population de Tombouctou est très attachée à cette tradition. Ce n'est pas le seul cas au Mali, évidemment. Si vous connaissez les autres villes du Mali, Djenné, Gao, Mopti, Bamako, etc., vous savez que les populations sont fortement attachées à la tradition, à leur longue tradition culturelle, spirituelle et même technique, parce qu'il y a des productions, disons, de monuments et aussi d'artisanat très, très importants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour rappeler que, par exemple, la musique malienne est parmi les plus importantes musiques africaines. C'est les plus grands auteurs de musique
comme Alifa Katouré, par exemple, sont maliens. Donc, on parle d'une présence majeure dans la culture africaine de ce pays et de cette ville en particulier. Donc, cet attachement a été démontré, je l'ai déjà montré, à travers l'organisation de crépissage, par exemple, des actions de crépissage, des entretiens des monuments, l'action qui a à faire avec, disons, la vie spirituelle, donc la présence de la population dans la mosquée, dans les prières, etc. Et l'organisation de manifestations culturelles telles que musicales ou de fêtes qui sont très fréquentes et qui représentent la longue, disons, vie, la longue tradition culturelle de cette ville. La destruction de ces monuments et d'autres parties, évidemment, et la souffrance qui a été imposée sur la population par l'occupation de la ville a évidemment été une blessure très forte de la vie communautaire. Je pense que ce que j'ai vu, au moins j'ai pu lire pendant l'occupation, il y a eu des souffrances majeures dans ça. Il n'y avait pas de vie culturelle, etc. Il y a évidemment une preuve de tout ça, une démonstration de tout ça, quand la ville a été libérée et quand surtout les monuments ont été reconstruits. L'avocate de la défense de M. Alassane, maître Kirsty Sutherland, a interrogé le témoin sur plusieurs points. Sur les différents critères qu'un site doit respecter pour être ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sur les diverses chartes internationales relatives à la conservation, protection et reconstruction des sites du patrimoine mondial, et enfin quant à ses connaissances et son expertise sur les sites de Tombouctou. Comment est-ce que l'UNESCO évalue son efficacité, pour autant que l'UNESCO soit capable de le faire? Bon, disons, alors l'objectif principal de l'action de l'UNESCO, et suite aussi aux recommandations qui nous viennent du Comité du patrimoine mondial, c'est de garantir la conservation des valeurs qui sont inscrites dans la liste du patrimoine mondial. Ce qu'on a appelé, je viens de le dire, la valeur exceptionnelle universelle, qui est détaillée dans les dossiers de nomination, dans ses composantes. Qu'est-ce que c'est une valeur patrimoniale? Elle est décrite très, très, très précisément. Ça a à faire avec la structure, la nature de l'utilisation de la structure, tout ce qui a à faire avec un ensemble patrimonial. Donc l'UNESCO a la possibilité de vérifier si les actions qui sont menées arrivent à aboutir, disons, arrivent au but qu'on s'est fixé, c'est-à-dire la conservation de la valeur exceptionnelle universelle. Quand ça n'arrive pas, où il y a des menaces ou de défaillances, alors on commence à se préoccuper, envoyer des missions techniques, voir comment on peut intervenir pour appuyer l'État et les communautés locales à retrouver, disons, l'équilibre qui est nécessaire pour la conservation des valeurs exceptionnelles et universelles. Le 14e témoin du procureur, le témoin P0653, un expert en reconnaissance faciale, a témoigné le 14 octobre 2020. Interrogée par Alafi Moussa, juriste adjointe du bureau du procureur, elle a confirmé avoir reçu plusieurs vidéos et images du bureau du procureur. Sa tâche principale était d'analyser les visages d'individus d'intérêt dans différentes vidéos et images. Sur la base de ces conclusions, elle a produit un rapport pour l'accusation. Elle a également précisé que son collègue avait été chargé de faire l'analyse vocale dans ces vidéos. Pourriez-vous nous expliquer en général la méthode et les étapes de votre travail d'analyse pour réaliser ce rapport? Pour réaliser la comparaison de visages, on réalise en 3 étapes. On réalise cette comparaison en 3 étapes. La première étape est l'évaluation de la qualité des vidéos. Donc pour cela, on regarde la résolution du visage, on va regarder la luminosité, les artefacts de compression, et la qualité globale de cette vidéo va pouvoir nous permettre
va nous permettre d'établir un degré de confiance maximale qu'on pourra avoir avec la comparaison. La deuxième étape consiste à établir l'ensemble des similarités et des différences qu'il y a entre les deux images à comparer, les deux images de visage à comparer. Donc pour ça, on va regarder la forme globale du visage, mais également la forme du nez, des yeux, de la bouche et tous les éléments spécifiques. Donc par exemple, les lignes du visage, les rides et également les cicatrices et les grains de beauté. Chacun de ces éléments va être pondéré en fonction de leur spécificité. Donc par exemple, un élément qui serait différent mais sur une valeur facilement modifiable, comme la couleur de peau liée au bronzage ou alors la pilosité, aura un poids faible. Tout comme un point similaire qui est partagé par une grande partie de la population, comme par exemple la couleur des yeux, aura un poids faible. Sur la même logique, un élément qui est très spécifique, par exemple une cicatrice ou un grain de beauté, aura un poids très élevé. Ensuite, la dernière étape consiste à réaliser la conclusion de cette comparaison. Donc, en fonction de l'ensemble des éléments mis en évidence, on va pouvoir conclure à la correspondance ou non-correspondance entre les individus, avec un degré de confiance qui varie. Donc l'échelle, on utilise un principe qui est préconisé par le groupe de l'ENFSI, et ça nous permet d'avoir une échelle entre -5 et +5. Donc de -5 à -1, cela signifie que les observations étayent la non-correspondance entre deux individus avec un degré de confiance qui varie de très élevé pour -5 à limité pour -1. De même, de +1 à +5, cela signifie que les observations étayent la correspondance des deux individus avec un degré de confiance limité pour +1 et très élevé pour +5. 0 signifie que les observations n'étayent ni la correspondance ni la non-correspondance des deux individus. Le représentant légal des victimes n'a pas interrogé ce témoin. Maître Kirsty Sutherland, avocat de la défense de M. Al-Hassan, a interrogé le témoin au sujet de son expérience professionnelle, de sa méthodologie et de son processus de reconnaissance faciale, ainsi que sur l'ENFSI, le réseau européen des instituts de médecine légale, et sur leurs meilleures pratiques et normes en matière d'enquête médico-légale, et également si elle a suivi ses lignes directrices au cours de son enquête et de son analyse des éléments du bureau du procureur. Veuillez qu'on... Non, attendez, ce n'est plus ça. Dans votre rapport avec le nouveau numéro MLI-OTP 0066 2198, à la page 5 de ce rapport, qui est la page 0066-2202. Ici, vous décrivez la méthodologie que vous avez déjà parcourue avec l'accusation pour la comparaison du visage, et vous notez que vous tirez des conclusions de la façon recommandée par les réseaux européens d'instituts de sciences forensiques. Vous notez également que l'ENSI est un groupe d'experts qui promeut le partage de connaissances et la création d'un guide des meilleures pratiques dans le domaine des enquêtes forensiques. Et dans vos conclusions, pages 54 et 55, vous dites que vous utilisez l'échelle ENSI. Est-ce que vous convenez qu'il est très important dans les examens forensiques d'être le plus objectif possible? Donc oui, c'est exact que nous utilisons la méthode recommandée par les groupes européens qui consiste du coup à une conclusion sous la forme d'une échelle de valeurs. Et oui, j'en conviens qu'il faut que les éléments soient le plus factuels possible. Le procès de M. Al-Hassan s'est poursuivi avec le témoignage du témoin P0655, un expert en reconnaissance vocale. Le témoin P0655 a été interrogé par la juriste adjointe du bureau du procureur, Sarah Coquillot, au sujet de ses qualifications,
à propos du rapport qu'il a produit pour le procureur et de sa méthodologie qu'il utilisait pour tirer ses conclusions. Le témoin a confirmé que le bureau du procureur lui avait envoyé plusieurs vidéos pour analyser les voix d'individus d'intérêt. Il a également confirmé qu'il avait effectué toute l'analyse par lui-même et qu'il avait lui-même rédigé le rapport. Et pouvez-vous justement nous expliquer quel était l'objet de votre mission ? La lettre demandait une expertise en authentification forensique faciale et en authentification forensique vocale. Donc mon champ de compétence étant le champ de l'authentification forensique vocale, une de mes collègues s'est chargée de la première partie. Et il m'était demandé de comparer des voix entre des vidéos et audios de comparaison que l'on appelait de référence et d'autres qui étaient des pièces de questions en utilisant un logiciel de reconnaissance de voix de type Badvox, en précisant que le travail se ferait essentiellement en langue arabe et il n'y avait pas de précision sur l'identité des différents locuteurs qui devaient être analysés. Je voudrais maintenant que l'on revienne à votre rapport, s'il vous plaît. Donc nous revenons à l'intercalaire 58 du classeur et à l'IRN donc MLI-OTP-0069-9833. Alors, dans le cadre de cette mission, pouvez-vous nous indiquer les modes opératoires que vous avez employés dans ce cas d'espèce ? Vous souhaitez la liste des modes opératoires qui sont cités dans le rapport ou vous voulez un résumé de la nature de ce qui est mentionné ? Le représentant légal des victimes dans cette affaire n'a pas interrogé ce témoin. Maître Melinda Taylor, l'avocate principale de la défense de M. Al-Hassan, a interrogé le témoin au sujet de son expérience professionnelle, de sa méthodologie et de son processus de reconnaissance vocale, ainsi que sur le NFSI, le réseau européen des instituts de médecine légale, et sur les meilleures pratiques et normes en matière d'enquête médico-légale, et s'il a suivi ses lignes directrices au cours de son enquête et de son analyse des éléments du bureau du procureur. Le témoin a apporté des éléments sur l'évolution de la voix au fil du temps et sur leur effet sur l'inadéquation de la comparaison vocale. Et si l'on parle librement ou si on lit un texte, cela peut aussi avoir un impact sur les résultats. Est-ce bien exact ? C'est exact. Ça dépend de la façon dont le texte est lu. Dans mes populations de... Alors, que je ne dise pas de bêtises. Dans mes populations de référence, donc de normalisation, je me suis attaché à contrôler que, ne possédant pas uniquement de possibilité d'avoir que de l'expression libre, j'ai eu recours à des lectures de texte, mais c'était des lectures de texte qui étaient des gens qui étaient en lecture facile, donc avec un contexte de production du son qui est assez proche de celui, disons, d'un discours contrôlé, pas de la conversation spontanée en question-réponse immédiate, mais en tout cas de celui dans lequel se situait l'affaire, qui était une personne qui prenait son temps avant de répondre. Le procès dans l'affaire Al-Hassan a repris le 30 octobre 2020 devant la CPI avec le témoignage du 16e témoin de l'accusation.